14 juin 1966, de Lima, après une journée de camion sur les routes poussiéreuses de la Cordillère, nous arrivons pratiquement à notre camp de base. Sans perdre de temps, dès le lendemain, 4 tonnes de matériel sont acheminées à dos d'homme. Le portage durera 4 jours. Un pont rudimentaire permet à l'équipe de franchir le Rio, séparant les 2 lacs de Yanganuco au pied de notre objectif, le Huascarán. Camp de base, 4000 mètres d'altitude. L'expédition répartit les charges pour les futurs camps. De Hénin, notre Toubib veille à la présence des médicaments de secours dans les unités altitude. Dans un cadre d'une nature imposante, la dernière grande toilette avant d'affronter la montagne. Notre projet, la paroi nord du Huascarán, 6555 mètres. Une cordée se prépare pour le camp 1. Une longue et instable moraine nous conduit à la langue inférieure du glacier, où nous installerons notre premier camp. Un premier incident contrarie notre assaut. Fernand Audibert, en franchissant les premières pentes de notre paroi, dévisse d'une centaine de mètres. Mal en point, et sous les dangers permanents des chutes de pierre, le reste de l'équipe se transforme en cordée de secours. Une journée sera nécessaire pour évacuer notre camarade blessé vers la base. Camp 1, 5200 mètres d'altitude. Depuis 15 jours, nous faisons inlassablement avec nos porteurs péruviens la navette entre la base et le camp 1 pour acheminer le matériel nécessaire à l'équipement de notre paroi. Le Hondoy face à nous laisse espérer un futur projet. Mais pour le moment, les 1400 mètres de la paroi nord du Huascarán accaparent nos esprits. Le glacier tourmenté donnant accès à l'éperon d'attaque est équipé, dans ses passages les plus délicats, de cordes fixes. Ces cordes fixes faciliteront le déplacement de nos porteurs et de nous-mêmes, souvent chargés à plus de 25 kg. Six heures de marche seront nécessaires pour atteindre la Rimay, séparation entre le glacier et la paroi, formant une profonde crevasse. La Rimay est aménagée et deviendra un dépôt intermédiaire. Les difficultés commencent. Le terrain instable, la roche pourrie, nous oblige à une escalade délicate, éprouvante pour les nerfs.
Le centre de la paroi, en forme de conque, résonne sous l'impact des chutes de pierre. Ce lieu est rapidement baptisé Verdun par Bérardini. À proximité, nous installons notre camp 2 de façon précaire mais solidement amarré à la montagne. Nous sommes à 5800 mètres d'altitude. Le matériel est soigneusement répertorié. Chaque piton, chaque broche à glace est sous-pesé pour éviter de nous charger inutilement. Les efforts de la journée sont récompensés par un tour d'horizon magnifique sur l'ensemble de la Cordillère Blanche. Au-dessus du camp 2, la raideur augmente. Mais le plus impressionnant sont les chutes de pierre continuelles. Ce bombardement incessant devient bien vite le véritable problème de cette paroi. Après 5 jours d'équipement, nous trouvons le seul emplacement possible pour notre camp 3 à 6300 mètres. Une maigre plateforme nous permettra de bivouaquer potablement. « 300 mètres nous séparent du but. Quelques névés très redressés que nous équipons nous conduisent à une longue traversée menant à l'aplomb du sommet. Dernière difficulté, un ressaut d'environ 200 mètres surmonté par une barre de sérail. La difficulté est extrême. Après de pénibles reptations dans les fissures du ressaut et le franchissement de la barre de sérac, une courte pente de neige nous mène au sommet. Nous sommes le 10 juillet, il est 5 heures de l'après-midi. En 2 jours, toute l'équipe parviendra au sommet. Robert Parago, chef de l'expédition. Fernand Audibert. Lucien Bérardini. Guy Dehénin, chirurgien de l'expédition. Claude Jacou. Robert Jacob.
Dominique le Prince Ringuet. Georges Paillot. Yannick Seigneur. Après notre victoire, un drame soudain anéantissait les joies légitimes du sommet atteint. Notre camarade Dominique le Prince Ringuet, à la descente, devait faire une chute mortelle. Son nom restera gravé sur le granit rouge du camp 1 comme ultime témoignage de sa victoire sur le Huascarán.